Une frappe sur l'armée israélienne tue 21 soldats réservistes. Tsahal n'avait pas essuyé d'attaque aussi meurtrière depuis le début de la guerre qui l'oppose au Hamas dans la bande de Gaza. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a exprimé sa tristesse et promis que Tsahal se battrait jusqu'à la victoire. Selon les militaires israéliens, les réservistes ont été tués par un tir de lance-roquettes. לפי הידוע לנו בשלב זה, סביב השעה 4, ככל הנראה נורה טיל RPG על ידי מחבלים לעבר טנק שהבטיח את הכוח. ובמקביל לכך אירע פיצוץ של שני מבנים דו-קומתיים. המבנים קרסו כתוצאה מהפיצוץ הזה, בשעה שמרבית הכוח נמצא בתוכם. Selon l'agence Associated Press, Israël a proposé une trêve de 2 mois en échange de la libération des otages du Hamas. Proposition rejetée par l'organisation terroriste qui exige l'arrêt total des combats et le retrait des soldats de Tsahal. Salut tout le monde, bonsoir, bonsoir, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette chronique hebdomadaire avec monsieur Jacob Cohen, que je vais faire venir de suite. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, merci monsieur Cohen encore pour votre disponibilité chaque semaine avec nous. En tout premier lieu, je tenais à m'excuser pour l'émission de la semaine dernière où effectivement j'étais en déplacement, je n'avais pas mon matériel, donc du coup on m'a mis à disposition un ordinateur et le son malheureusement était pas terrible, donc je tiens à m'excuser auprès de tout le monde, voilà. Et du coup on va y aller. Donc monsieur Cohen, on va parler donc un petit peu ce soir avant de continuer sur l'actualité. On va parler un petit peu de votre dernier livre que vous avez écrit tout récemment. Il me semble que, alors dites-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est votre 14e. Un peu plus, mais je préfère ne pas en tenir le compte. Voilà. D'accord. Bon, moi j'ai regardé un petit peu, j'ai essayé de trouver le nombre de livres que vous aviez. J'en ai compté 14. Bon, il y en a peut-être un peu plus. Voilà, donc c'est donc le prof de philo avait la baraka. Voilà. Donc, il est publié sur Amazon. Alors, pour ceux qui critiquent Amazon, je suis désolé, je sais bien, mais après tout, on utilise bien YouTube, on utilise bien Facebook. Or, ces deux plateformes sont des plateformes qui censurent, qui bloquent, qui condamnent. Et voilà, on vit avec ce qu'on a. C'est pas de gaieté de cœur que j'ai choisi Amazon, mais c'est le plus, comment dire, quand on n'a pas d'éditeur attitré et puis qu'on a envie de publier, et puis c'est facile d'accès, et puis c'est facile pour les lecteurs qui veulent se le procurer. Voilà, donc bon, on a beau dire, mais le capitalisme est là, le capitalisme financier est là, YouTube est là, on fait avec, et on peut utiliser les armes qu'on a. Si on n'avait pas les réseaux sociaux, ben on serait très mal en point, parce que ces réseaux sociaux qui sont contrôlés par les grands capitalistes financiers qui dominent le monde, eh ben, ils nous permettent de nous exprimer. Voilà. Donc, si vous allez sur le site d'Amazon, vous allez vous taper Jacob Cohen et puis ou le titre, et vous allez avoir un descriptif, ça veut dire la 4e de couverture. Alors, de quoi il s'agit? Je suis parti d'un prof de philo qui enseigne dans un lycée parisien. Bon. Il est vrai qu'il existe un prof de philo qui était promu à un grand avenir dont on voulait faire un prof dans les classes prépa, et qui, on ne sait pas pourquoi, vous savez, personne ne peut dire pourquoi une personne, à un moment donné, par exemple, lorsqu'il y a le Covid, lorsqu'il y a les injections, il se met à résister. On ne sait pas quel est le facteur qui déclenche la résistance. Ce n'est pas nécessairement une question d'intelligence, ce n'est pas une question nécessairement de courage.
il y a, à mon avis, je ne sais pas, c'est le destin, c'est le hasard. Il y a des gens qui sont. Je vais vous donner par exemple un exemple, Chomsky par exemple, qui est, enfin, je pense que tout le monde connaît Chomsky, l'Américain, qui depuis 40 ans, il tape sur le système impérialiste américain, les guerres impérialistes, etc. Enfin, donc, et puis, tout à coup, arrive le Covid et les injections, et il fait dans son froc, excusez-moi l'expression, et il veut condamner les résistants à l'injection. Il veut les affamer. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui a totalement perdu les pédales. Donc, comment on peut imaginer un type, un universitaire qui est connu dans le monde entier pour sa résistance à l'impérialisme, et tout d'un coup se met à obéir à cet impérialisme. Je citerai un autre exemple, qui est Jean Bricmont en Belgique. Pour ceux qui ne connaissent pas, bon, c'est quelqu'un qui, c'est un prof d'université, je crois qu'il est en physique, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup défendu la Palestine, la liberté d'expression. Il a été harcelé par le lobby, etc. Enfin, vraiment un résistant de premier ordre. Eh bien, quand est arrivé le Covid, quand sont arrivés le Covid et l'injection, eh bien, lui aussi s'est soumis. Donc, on ne sait pas pourquoi quelqu'un résiste. Et ce prof résiste. Et donc, j'ai essayé, si vous voulez, j'essaie de. Vous savez que j'écris toujours des romans. Et mes romans sont politiques au sens large. C'est-à-dire, ça peut être les Sayanim, ça veut dire les agents du Mossad, ça peut être le départ des Juifs marocains du Maroc, pourquoi leur relation avec la communauté musulmane, ça peut être le destin d'une jeune fille de 16 ans marocaine qu'on veut marier, ça peut être le Mossad au Maroc, ça peut être aussi les accords d'Oslo dans mon roman qui s'appelle, et je regrette qu'il n'ait pas eu beaucoup d'écho parce que c'est un roman qui décrit de l'intérieur ce que furent les accords d'Oslo pour les Israéliens et les Palestiniens, les manipulations, etc., qui s'appelle Dieu ne repasse pas à Bethléem. Bon, pourquoi ce titre? Parce que Dieu est passé une fois à Bethléem, c'était Jésus-Christ, mais que les Palestiniens ne comptent pas sur un deuxième passage de Dieu, parce qu'il ne passera pas, ils sont perdus avec les accords d'Oslo. Donc ce prof résiste. Et donc, ce qui m'intéressait, c'est de voir comment, si vous voulez, il est dans la salle des profs. Quelle est la réaction de la salle des professeurs, de ses élèves? Quels sont les moyens qu'on va développer pour le contrer, pour lui mettre des bâtons dans les roues? Et là, ça va être, disons, c'est un service qui est manipulé, dirigé par l'Élysée, avec des fact-checkers qui s'appellent Mendes France, qui s'appellent Bloom, qui s'appellent Causeur, dont vous connaissez et en particulier le second de la présidente de Causeur, que je ne veux pas citer, mais qui est l'arabe de service, donc j'appelle dans le roman Driss Benrazi. Et donc, toute cette. Comment ils vont. Quelle politique ils vont développer. Et en même temps, disons, il y a une espèce de radiographie de la société française. Évidemment, pas exhaustive, mais certains aspects. Par exemple, ce prof de philo qui est en rupture, conjugale, va connaître une aventure avec une beurette. Et donc, la question du voile va se poser. La question d'une relation avec une beurette vis-à-vis de ses collègues, qui soi-disant sont des gens ouverts, etc. Et tout à coup, la vue des morceaux de tissu les rend fous. Et donc, pourquoi le titre? C'est que ce prof de philo on va lui mettre dans les pattes
une jeune étudiante d'origine sénégalaise. Qu'est-ce qui m'a donné cette idée de l'étudiante sénégalaise? C'est qu'il y a 3-4 ans, la revue Valeurs Actuelles avait mis l'accent sur une jeune noire africaine qui, évidemment, si on l'a mise en avant, c'est parce qu'elle avait un discours anti-immigré. Et donc, cette jeune fille qui a une situation précaire, parce que sur le plan des papiers, sur le plan financier, elle va adopter certaines positions elle va essayer d'être récupérée par le service de l'Élysée, par le service, par les Sayanim, notamment un célèbre avocat, etc. Et donc, on va essayer de la mettre dans les pattes de ce professeur. Voilà. Voilà, donc c'est tout. Et puis ce professeur, il va commettre le crime de l'aise Macron, c'est-à-dire il va publier un pamphlet contre le président. Et ça ne pardonne pas. Voilà, donc c'est toute cette atmosphère que j'ai voulu décrire. C'est sous forme de roman, mais en général, mes romans sont très ancrés dans la réalité psychologique, sociologique, relationnelle, etc., etc. Voilà. Bon, donc j'ai terminé avec la présentation. Alors, on a Golpis qui est avec nous. Peut-être qu'il veut réagir déjà sur votre livre. Je vais le faire monter. Bonsoir, Golpis. Bonsoir Wally, bonsoir Monsieur Cohen. Bonsoir. Juste moi par rapport à ce livre, est-ce qu'on peut le trouver on peut l'acheter un peu partout sur Amazon? Comment on peut Oui, se le procurer? sur Amazon, bien sûr, bien sûr. Il suffit d'aller sur Amazon et puis livre, et puis vous tapez Jacob Cohen et puis il va apparaître. Sinon, il est sur ma page Facebook, il est sur ma page VK, il est sur ma page Telegram. Voilà, donc c'est pas un problème. Voilà. D'accord, merci. Je voudrais aussi vous remercier par rapport Bon, il y a 10 ans, le livre que vous aviez fait, Le Printemps des Sayanim, qui a eu quand même un succès, on va dire. Oui. Ça, c'est quand même, il Il faut a le eu noter. Un grand succès. Ouais, voilà. Ok. Et voilà. Alors, on va peut-être continuer. Et puis, peut-être, si tu veux réagir après Golpis, je te referai. Ok. À tout de suite. Merci. Donc, pour celles et ceux qui veulent se procurer le livre, donc c'est pas compliqué. Amazon, il n'est pas très cher, je crois, il est à 14-15 euros. Et puis, voilà, on peut se. Il y a la version numérique aussi. Il y a des gens qui aiment lire sur leur tablette. Voilà. Exactement. Donc, facile d'accès. Et puis, on pourra refaire un point dans quelques semaines sur votre livre. Alors, Monsieur Cohen, on va revenir un petit peu sur l'actualité. Oui. Et donc, cette première... Non, je ne l'ai pas passée. Si, je crois que je l'ai passée. Mais je vais la repasser, cette courte vidéo d'actualité en Palestine. Et puis, on ira sur le sujet. Une frappe sur l'armée israélienne tue 21 soldats réservistes. Tsahal n'avait pas essuyé d'attaque aussi meurtrière depuis le début de la guerre qui l'oppose au Hamas dans la bande de Gaza. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a exprimé sa tristesse et promis que Tsahal se battrait jusqu'à la victoire. Selon les militaires israéliens, les réservistes ont été tués par un tir de lance-roquettes. לפי הידוע לנו בשלב זה, סביב השעה 4, ככל הנראה נורה טיל RPG על ידי מחבלים לעבר טנק שהבטיח את הכוח. ובמקביל לכך אירע פיצוץ של 2 מבנים דו-קומתיים. המבנים קרסו כתוצאה מהפיצוץ הזה, בשעה שמרבית הכוח נמצא בתוכם. Selon l'agence Associated Press, Israël a proposé une trêve de 2 mois en échange de la libération des otages du Hamas. Proposition rejetée par l'organisation terroriste qui exige l'arrêt total des combats et le retrait des soldats de Tsahal. Alors, Monsieur Cohen, que pensez-vous de cette position d'Israël d'une trêve de 2 mois? Apparemment, bon, évidemment, nous, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans les coulisses.
il semble qu'il y ait beaucoup d'agitation dans les coulisses entre le Qatar, l'Égypte, Israël et probablement les Américains, etc., pour trouver une solution. Donc, mais nous, on nous donne ce qu'on veut bien nous donner, c'est-à-dire, en fait, on ne sait pas grand-chose. Voilà. Il se peut que demain, on nous annonce une trêve ou des négociations sur les otages. Il se peut que ce soit dans une semaine, dans un mois. Le simple citoyen que nous sommes totalement dans l'ignorance de ce qui se passe parce qu'effectivement, ce sont des choses, des négociations qui, pour réussir, doivent se passer dans la plus grande discrétion. Voilà. Et donc, il se peut que ce soit un ballon d'essai, le truc là de 2 mois, etc. On ne sait pas vraiment. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se négocient. Est-ce qu'on va arriver avant est-ce qu'on va arriver avant comment dire, avant une issue militaire définitive? Parce que apparemment l'issue militaire définitive, en tout cas telle qu'espérée par le régime sioniste, elle ne va pas avoir lieu. C'est-à-dire la victoire totale et la libération des otages par la force. Et donc, voilà. Mais en fait, je n'ai pas l'impression, même si ça crée des difficultés au sein de la société israélienne, à propos, demain, il y aura l'arrêt de la Cour internationale de justice, demain vendredi. Alors, ce n'est pas l'arrêt définitif, mais la Cour donnera un avis parce que l'Afrique du Sud a demandé que la Cour décide un arrêt des bombardements, vu qu'il y a, comment dire, un soupçon, une accusation des génocides. Donc on verra comment la Cour va réagir, c'est très important. Bon, je n'ai pas l'impression que, c'est difficile à dire, mais disons peut-être que la Cour prendra une espèce de mesure un peu équilibrée, peut-être, je ne sais pas. On verra. C'est difficile de faire des spéculations sur une décision dont on ne connaît pas la teneur ni la rigueur, parce qu'elle peut être, comment dire, assez tranchante ou bien plus ou moins équilibrée, élaguée, etc., de manière à ne pas trop heurter je sais pas, les Américains ou Israël, enfin bon, on verra. Donc, comme je disais, la solution militaire, il est possible qu'on arrive à une trêve. Donc, est-ce que ce sera définitive ou pas? On ne sait pas. Mais le problème, c'est que malheureusement, les Israéliens ont rendu la vie impossible à Gaza pour 80% de la population. Et ça, c'était leur objectif. Bon, leur objectif premier était de les faire partir, mais apparemment, ils ne réussiront pas. Enfin bon, c'est pas l'Égypte qui les accueillera, etc. Mais la situation est dramatique de ce que de ce qu'on voit, c'est que les Israéliens ont mené des opérations de destruction systématique. Ça veut dire que ce n'est même pas par les bombardements. Les Israéliens dynamitaient les universités. Il n'y a plus d'universités, par exemple, à Gaza. Il n'y a plus d'écoles. Il n'y a plus de mosquées. Il n'y a plus d'églises. Il n'y a plus de bâtiments administratifs. Il n'y a plus de parlement. Tous ces bâtiments ont été dynamités de manière volontaire. Et malheureusement, je ne dirais pas dans l'indifférence générale, mais en tout cas dans une espèce d'indifférence relative des médias occidentaux. Bon, je ne connais pas les autres médias, comment ils ont réagi,
je ne sais pas comment réagissent les médias russes, chinois ou indiens. Je ne sais pas s'ils font vraiment état de la volonté. C'est ça qui est important. C'est que Israël s'est livré pour la première fois à ce qu'on peut appeler un ethnocide, c'est-à-dire à la destruction de ce qui fait l'identité d'un peuple, la culture d'un peuple, la sociologie d'un peuple. C'est-à-dire en détruisant toutes les infrastructures de ce peuple, on pousse ce peuple à quasiment un meurtre, enfin à une disparition physique, mentale, morale, intellectuelle. Parce que sur tous les plans, par exemple, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il faudrait un minimum de 3 litres par jour par habitant d'eau pour survivre. Or, ils n'ont droit qu'à 1,5 litre. Donc, il y a des développements de maladies, il y a des dégâts irréversibles qui vont frapper cette population. Et malheureusement, enfin en tout cas moi personnellement, je ne sais pas encore, mais je ne vois pas de réaction, comment dire, en dehors des réactions des réseaux sociaux et des manifestations, je ne vois pas des réactions vraiment, par exemple, en Occident. Pourquoi je dis l'Occident? Parce que, et en particulier les États-Unis, parce que c'est le seul qui peut avoir une influence sur Israël. Je veux dire que les pays arabes réagissent. En tout cas, bon, si les pays arabes réagissent, ils réagissent de manière verbale. Jusqu'à présent, on n'a pas vu grand-chose de la part des pays arabes. Bon, comment dire, je ne leur en veux pas. C'est un fait que les régimes, quand je dis les Arabes, ça veut dire les régimes arabes. Les régimes arabes sont là. La première préoccupation des régimes arabes, c'est de sauvegarder leur régime et les privilèges qui vont avec. Voilà. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Les régimes arabes, je veux dire, bien sûr, ils se préoccupent de la Palestine, mais c'est le dernier de leurs soucis. Voilà. Et donc, malheureusement, on assiste à un ethnocide volontaire, cruel, cynique, et cette impuissance, je veux dire, le fait de regarder tout ça et de se dire c'est pas possible que cela se passe jour après jour, ça devient atroce. Et je ne sais pas ce qui, enfin, je suis vraiment, enfin, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a énormément d'inquiétude pour cette population gazaoui qui est vraiment, enfin, je veux dire, elle ne trouve de secours nulle part. Voilà. Et donc, le cynisme occidental, il va jusqu'à, récemment, j'en parlais avant la vidéo avec notre ami Ouari, c'est que il y a une campagne diplomatique de l'Europe et des États-Unis pour, soi-disant, favoriser la solution à 2 États. Il y a même le ministre des Affaires étrangères européen, Joseph Borrell, qui a dit que si Israël refuse la solution à 2 États, il y aura des sanctions économiques. Et vous entendez Blinken dire la solution à 2 États, le ministre des Affaires étrangères français, allemand. Mais en fait, c'est ça le cynisme des Européens, des Occidentaux. Ils savent très bien, vous savez, ça fait 30 ans qu'on fait 30 années qu'on dit aux Palestiniens, nous sommes pour la solution à 2 États et il ne se passe rien et il ne se passera rien. Voilà. Malheureusement, ceux qui croient,
ils en seront pour leurs frais. Alors, pourquoi cette campagne diplomatique? Tout simplement parce que l'Occident, qui a trop appuyé les crimes israéliens, veut adopter une attitude genre oui, on va chercher une solution, faire oublier sa complicité, son silence face aux crimes sionistes en disant on va favoriser la solution à deux États. Et malheureusement, c'est de la propagande, ce sont des mots creux dont on a l'habitude depuis 30 ans, et cela n'arrivera pas. Et c'est ça, voilà, c'est terrible d'assister à des choses comme ça et d'être impuissant. Mais bon, on va essayer de tenter de garder notre lucidité et de dire les choses, de démystifier, et puis d'essayer de faire à notre mesure, petite mesure, ce qu'on peut faire. Voilà. Voilà, bon, s'il y a des questions. Alors, Monsieur Cohen, oui, il y a quelques réactions sur le chat. D'ailleurs, par rapport au livre, donc il y a quelqu'un qui pose la question, qui nous parle du Maroc. Est-il possible d'acheter votre livre en EPUB ou en PDF au Maroc? Donc oui, ça doit être possible. Il faut aller sur Amazon. Et il est possible de l'acheter en numérique, non? C'est pas. Oui, je pense, oui, c'est ça. Oui. Non, il est possible d'acheter en numérique. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Après, il y avait des personnes qui posaient la question qu'est-ce que StreamYard? Donc, StreamYard, je vous ai mis le lien pour celles et ceux qui veulent interagir. Vous avez la possibilité donc de cliquer sur ce lien et de venir interagir avec nous et avec Monsieur Cohen. Il y avait une première question qui était sur le chat. Selon vous, Monsieur Cohen, Oui. alors, selon vous, donc, est-ce que les Juifs vont-ils revenir au Maroc? Pas du tout. Pas du tout. On m'a déjà posé cette question. Et il y a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup d'illusions là-dessus, il y a beaucoup de fantasmes. Alors, d'après moi, et je vais m'expliquer bien sûr, j'en parle aux connaissances de cause parce que j'ai au moins 50 membres de ma famille au sens large qui sont installés en Israël. Donc, je connais la première génération, la deuxième, la troisième et la quatrième génération. Voilà. Et donc, il y a un grand fantasme, il y a une grande illusion que les Juifs qui sont partis en Israël ou qui sont partis au Canada ou en France, je rappelle qu'il y a à peu près 300 000 Juifs ou 350 000, on ne sait pas très bien le nombre, parce qu'à l'époque au Maroc, il n'y avait pas d'état civil, et donc on ne connaît pas le nombre exact, mais disons dans les 350 000. Pour vous donner une idée, il ne reste que 2500 Juifs au Maroc. Donc, ça veut dire que 99,5% sont partis. Il faut savoir pourquoi ils sont partis. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Vous n'avez qu'à aller sur ma chaîne YouTube. J'ai fait beaucoup de vidéos sur le départ des Juifs du Maroc. Je vais vous donner une phrase d'Abraham Serfati, le grand opposant à la monarchie marocaine, qui avait dit ceci dans un livre d'entretien qu'il a fait avec un sociologue juif marocain installé au Canada. J'ai oublié le titre, mais si vous tapez Abraham Serfati, vous allez trouver le titre. C'est pas voilà, un livre d'entretien avec un sociologue juif marocain. Et il avait dit ceci: les nationalistes marocains, c'est-à-dire les Fassi, le parti de l'Istiklal, c'est le grand parti qui régnait au Maroc dans les années 50, 60, 70, quasiment un parti unique à l'époque, et qui était nationaliste et, comment dire, légèrement judéophobe. Voilà. Pourquoi ils étaient judéophobes? Parce qu'en fait, tout est question de fric. Les Fassis voyaient dans les Juifs des concurrents directs dans les affaires, dans les postes de l'administration. Et donc, ils voulaient les faire partir. Et donc, Abraham Serfati avait dit cette phrase qui m'a marqué: les sionistes et les nationalistes, ils visaient les partis de l'Istiklal, les Fassis, avaient un objectif: faire partir les Juifs du Maroc.
Voilà. Avaient le même objectif. Et donc, si vous voulez, il y avait la moitié des Juifs marocains qui ont été arnaqués par les sionistes et qui sont partis en Israël, qui ont été emmenés dans des conditions, bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Et il y a la moitié qui est partie au Canada, en France. Pourquoi ils sont partis? En gros, pour la raison suivante. Et je n'aurai pas le temps de développer, mais j'ai fait des vidéos là-dessus. Ils sont partis parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas d'avenir dans ce pays. C'est-à-dire, en tant que juifs, un jour ou l'autre, ils auraient affaire à l'administration, à la police, à la justice. Bref, ils n'étaient pas certains de leur avenir. Que ce soit vrai ou pas, la question n'est pas là. Ils ont intégré cette idée. Et donc, en intégrant cette idée, ils ont vécu avec. Moi, je l'ai vécu, cette idée. Donc, on ne m'a rien fait, mais quand j'ai. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans des trucs personnels aujourd'hui, mais le fait est là, c'est que à partir des années 70, tous les juifs marocains qui ne voulaient plus partir en Israël envoyaient leurs enfants bacheliers étudier à l'étranger et ne revenaient pas. Et donc, par la force des choses, aujourd'hui, il ne reste que 2000-2500 juifs marocains, en général vieillissants. Bon. Et donc, ces juifs qui sont partis à l'étranger, la première génération, bien sûr, elle avait la nostalgie du Maroc, la bouffe, on avait gardé la tradition, les fêtes, la musique, etc. Mais la deuxième génération, un peu moins. La troisième génération, pour le Maroc, ça ne veut plus rien dire. D'abord, pour ces juifs, c'est un pays arabe, donc instable, donc on ne sait pas est-ce qu'on va pouvoir refaire sa vie de manière, stable. Vous savez, la question qui se posait à un juif dans les années 70, 80, 90, c'est quoi? J'ai un problème avec l'administration. Je m'appelle Cohen, face à Mohamed. Et je n'ai aucune chance. Je suis désolé, je peux vous raconter, on peut prendre une demi-heure, une heure, et je vous raconterai des tas de choses. Réelles ou fantasmées, je vais vous donner juste un exemple. Voilà. En 67, lorsqu'il y a eu la guerre de juin 67, ce parti de l'Istiklal, dont moi j'étais à Casablanca à l'époque, j'étais étudiant en troisième année à la fac de droit. Il publiait dans son journal qui s'appelle L'Opinion l'adresse des pharmacies juives, appartenant à des juifs, qu'il fallait boycotter, etc. Enfin, il appelle au boycott. Mon père avait un magasin dans un quartier juif à Meknes, dans un quartier musulman. Il avait 99% de sa clientèle était musulmane. Et il s'entendait très bien avec eux. Et mon père était antisioniste, c'est-à-dire par religion, il détestait les sionistes, qui étaient athées, etc. Donc, il n'avait aucune raison d'aller en Israël. Pourquoi il est parti? Parce que le parti d'Istiklal a envoyé un militant qui venait tous les jours devant le magasin de mon père et il disait aux musulmans, à ses compatriotes, n'achetez pas chez le juif. Voilà. Donc, voilà l'atmosphère. Donc, si vous voulez, les juifs sont partis avec cette idée que les juifs marocains sont partis avec cette idée que la vie au Maroc est impossible en termes c'est-à-dire pour avoir les mêmes droits que les autres, comme si on était au Canada, en France, etc. Voilà. Et ils n'ont pas changé d'avis. Je peux vous le dire, enfin moi, je connais des gens qui ont 40 ans, qui ont 20 ans, qui ont 15 ans, etc. Et donc ça, c'est un fantasme à mon avis, que le Maroc, enfin que le régime chérifien, la monarchie marocaine essaye de développer pour faire croire à une espèce de renaissance judéo-musulmane au Maroc, mais à mon avis, c'est une utopie, c'est illusoire. Bon, voilà. J'étais un peu long, mais j'ai préféré ne pas être trop long, mais en tout cas, je vous donne la réponse. Il n'y aura pas, ou alors bien sûr, il y aura quelques juifs qui iront par esprit d'aventure
d'origine marocaine qui iront s'installer parce qu'il fait beau, la vie est magnifique quand on a des moyens, quand on a un beau métier, quand on est, je sais pas moi, docteur, architecte, etc. Mais dans le gros, vraiment, 90-95% des juifs marocains ou leurs descendants n'y retourneront jamais, à moins d'une catastrophe. C'est-à-dire, par exemple, que les juifs d'origine marocaine en Israël sont obligés de partir, pour une raison ou une autre, je ne sais pas, hein, ou bien sont obligés de partir de France, je ne sais pas, qu'est-ce qui peut se passer. Et à ce moment-là, oui, ils retourneront, mais contraints et forcés. Mais de leur plein gré dans la situation actuelle, je ne crois pas du tout. Alors, vu qu'on est encore, on parle donc un peu du Maroc, et puis, vous, vous êtes présenté comme écrivain franco-marocain. Il y a une question aussi concernant justement le roi du Maroc, qui est donc je pense que cette question aussi, vous y avez déjà répondu, mais on va la reposer, qui est le président du comité El-Quds. Pourquoi aucune prise de parole par rapport à la situation actuelle? Bon, encore une fois, disons que on a affaire à des régimes, d'accord? Voilà. Le roi du Maroc, c'est quoi son intérêt? Enfin, il réfléchit, il raisonne en tant que chef d'État. Voilà. Un chef d'État, il a des relations privilégiées avec les Américains, avec les Français, avec l'Europe, et il ne va pas, comment dire, foutre tout ça en l'air avec des prises de position, euh, comment dire, irrationnelles, pas raisonnables. Voilà. De toutes les façons, qu'est-ce qu'il peut faire en dehors de déclarations? Il ne peut pas faire grand-chose. Et la seule chose que les pays arabes ou musulmans auraient pu faire, c'est par exemple, comme la Turquie a fait en 2010, organiser une flottille pour aller au secours de Gaza. Mais ça, des choses comme ça, ils ne peuvent pas le faire, parce que c'est déclarer la guerre à Israël et donc déclarer la guerre à l'Occident. Et aucun régime, d'ailleurs, aujourd'hui, je suis tombé sur un article, je ne sais plus où c'était, je crois que c'est un journal français qui disait, enfin je ne sais plus, en tout cas le titre m'avait frappé, comment expliquer le silence de la Syrie sur ce qui se passe à Gaza. À peu près le titre, c'était ça. Mais le régime syrien, lui, n'a pas non plus envie de... Le but du régime syrien n'est pas de venir à l'aide aux Palestiniens. Ce n'est pas son objectif. Son objectif, c'est d'assurer la sécurité de son régime, la stabilité, la défense de son territoire, la récupération de ses terres, etc. Donc, la Palestine, à la limite, c'est un peu une épine dans leurs pieds. Malheureusement, il faut dire les choses ouvertement telles qu'elles sont. Vous savez que Yasser Arafat, dans les années 80, je ne sais plus, je pense que c'était après l'affaire du Liban, etc., mais il a traité les dirigeants arabes de chiens. Bon, évidemment, c'était un accès de colère ou de lucidité. Mais il faut se rendre à l'évidence. Qu'ont fait les pays arabes pendant les 30 dernières années pour les Palestiniens? Wallo, nada, c'est-à-dire, voilà, tous les pays arabes savent très bien que la solution à deux États, c'est une arnaque. On le sait. Et pourtant, certains ont signé la paix avec Israël, l'Arabie saoudite le fera un jour sans qu'il y ait un État palestinien. Et donc, le Maroc, il est dans la même situation que les autres. Voilà, donc, enfin, le Maroc, le régime marocain, le roi du Maroc, il est dans une autre logique. Il est dans la logique d'un État qui a d'autres priorités que la défense des Palestiniens. Voilà. Parce que la défense des Palestiniens, ok, bon, c'est humanitaire, ça touche un peu, enfin, mais c'est pas. Vous savez, il faut pas trop reprocher aux
aux pays arabes leur lâcheté, enfin au régime arabe leur lâcheté. Regardez les pays européens, regardez l'Amérique, soi-disant le phare de l'Occident, la liberté, la démocratie, etc. Regardez leur cynisme, comment ils envoient ce sont eux qui, chaque jour, envoient des centaines, des milliers de bombes qui font déverser sur la population. Ce sont eux qui ont un moyen de pression sur Israël et qui ne l'utilisent pas. L'Europe a des moyens de pression sur Israël et ne l'utilise pas. Les pays arabes, les régimes arabes n'ont aucun moyen de pression sur Israël. Aucun. Qu'est-ce qu'ils ont? Alors que l'Europe, oui, l'Europe a des accords commerciaux avec Israël. Important, les États-Unis ont un moyen de pression. Il suffirait que Biden lève son téléphone et dit si vous n'arrêtez pas dans les 24 heures, j'arrête l'envoi d'armes et j'arrête l'aide militaire. Mais ça s'arrête tout de suite. Les régimes arabes n'ont aucun moyen de pression sur Israël. Mais Monsieur Cohen, je vous avais déjà posé la question, mais ils ont peut-être pas un moyen de pression sur Israël, mais ils ont un moyen de pression sur l'Union européenne, par exemple. Non, ils n'ont pas un moyen de pression sur l'Union européenne. L'Union européenne, ça veut dire qu'en fait, c'est, comment dire, c'est donnant-donnant. Ils ne sont pas en position de dicter, à mon avis. Ils ne sont pas en position de dicter quelque chose à l'Union européenne. Voilà. Loin de. Maintenant, bien sûr, ils auraient pu, par exemple, comme en 1973, ils ont quadruplé le prix du pétrole, par exemple. Ils auraient pu se dire, bon, on coupe le gaz, on coupe le pétrole. Voilà. Mais vous savez, aucun pays ne l'a fait. Ni l'Iran, ni la Turquie. Enfin, je veux dire, vous savez, OK, on peut couper, mais qu'est-ce qui va se passer après? Imaginez l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, ils font ça. Bon, c'est quasiment une déclaration de guerre à Israël et à l'Amérique. Qu'est-ce qui pourrait leur arriver? Vous connaissez les Américains, de quoi ils sont capables? Est-ce que vous savez de quoi ils sont capables, les Américains? Est-ce que les Américains, quelque chose peut les arrêter? Mais ils peuvent décimer le Qatar, s'ils veulent. Qui c'est qui va les en empêcher? Voilà, non, c'est ça la réalité. La réalité, c'est que nous sommes dans un monde, enfin, les brigands, c'est presque gentil de le dire. Nous sommes dans un monde où la jungle à côté, c'est presque de Disneyland. Regardez les Américains, ce qu'ils ont fait en Irak, etc. Enfin, donc, les Américains seraient capables de raser le Qatar si le Qatar venait à prendre des mesures, disons, comment dire, terrifiantes, enfin, moins importantes. Donc, ces pays-là, ils connaissent leur vulnérabilité. Ils savent que, regardez par exemple comment la Libye a été détruite, comment l'Irak a été détruit. Donc, ils connaissent leur vulnérabilité. Ils savent qu'il n'y a pas de droit dans le monde. Il n'y a pas de droit international dans le monde. Le Conseil de sécurité, vous pouvez... enfin bon, je ne vais pas utiliser la formule qui me vient à l'esprit parce qu'elle est trop vulgaire. Le droit international, c'est de la rigolade. Le Conseil de sécurité, c'est de la rigolade, etc. Voilà. Si vous touchez à l'Amérique dans ce qu'elle a de plus névralgique, d'accord? Eh bien, elle pourrait vraiment avoir des réactions terrifiantes. Et ce n'est pas la Russie qui va venir à la rescousse. Ce n'est pas la Chine qui va venir à la rescousse. Et ce n'est pas non plus la réélection de Trump. Non, la réélection, Trump, il sera encore beaucoup plus pro-israélien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Trump qui est en cause. 90% des députés américains, 90%, des congressistes américains, sénateurs et la Chambre des représentants, sont condamnés à être pro-israéliens parce que leur élection ou réélection dépend de l'appui ou non du lobby sioniste. Voilà, c'est une réalité.
Alors, je rappelle hein, pour celles et ceux qui sont sur le chat, vous avez le lien pour intervenir et aussi l'émission est bien en direct. Hein, ce n'est pas une rediffusion, contrairement à ce que j'ai cru voir dans les commentaires. Donc, si vous voulez intervenir, vous avez la possibilité. Je vous ai mis le lien, je vais vous le remettre. Et là, je vais donner la parole à Golpiz qui est avec nous. Oui, moi, Monsieur Cohen, j'aimerais avoir votre avis. Oui, Comme vous le savez, il y a deux ministres d'extrême droite, ou quand même certains qualifient de fascistes. oui, oui, tout à C'est fait. des sionistes religieux. Je crois que c'est Smotrich Oui, et Ben Gvir. oui. Et comment, en fait, comment vous expliquez, ça veut dire en gros, ma question, c'est que ça veut dire qu'il y a il y a une partie de la société israélienne qui est pour ces gens-là. Sinon, ils pourraient pas avoir, ils auraient pas pu gagner enfin, avoir des mandats. Et comment vous Bah, écoute, expliquez, en fait, au niveau psychologique, qu'il y ait des gens, en fait, qui, en 2023, 2024, maintenant, qui votent pour des gens, des sionistes religieux, quoi, qui sont vraiment, qui bon, représentent un courant extrême, quand même. d'accord. OK. C'est l'évolution de la société israélienne. Voilà. Vous savez que le fondateur du parti politique dont se réclament Ben Gvir et Smotrich, qui s'appelle, le fondateur était Kahana. Et en 1990, il a été interdit de se présenter aux élections parce qu'il était fasciste. Donc, vous voyez l'évolution de la société israélienne. C'est-à-dire que cette société israélienne, l'occupation, quand on occupe, quand on développe une population de colons à qui on donne tous les droits, et donc on crée une société extrémiste. Il y a 30 ans, il y avait très peu de religieux en Israël. Aujourd'hui, ils représentent à peu près 30% de la population. C'est comme ça, comment dire, c'est l'évolution des choses. Les religieux font 10, 12 enfants, ils sont convaincus de leur foi. Et d'un autre côté, les démocrates, ceux qui habitent à Tel Aviv, les universitaires de gauche, etc., soit ils commencent à baisser de ton, soit ils s'en vont. Vous savez, il y avait un arabe israélien, un écrivain arabe israélien très connu. Bon, maintenant le nom euh, est très connu. Enfin, bon, il a écrit 3 ou 4 romans et il écrivait dans le grand journal de gauche à Haaretz. Bon. Euh, et il y a quelques années, il est parti, il a quitté Israël, il a dit que c'est plus possible. Pourquoi? Parce que c'est une société qui, c'est une évolution inéluctable. C'est-à-dire que sociologiquement, ce qui pouvait paraître incroyable il y a 20 ans, il y a 30 ans, aujourd'hui, c'est entré. Il y a même des milices. Vous savez, comme dans les régimes nazis, il y a des milices extrémistes qui pourchassent les juifs, qui critiquent le régime. Il y a des gens, il y a des juifs qui perdent leur emploi parce qu'ils critiquent. Enfin, on est arrivé vraiment, vous savez, il y a le numéro 2 de Tzahal, qui s'appelle Golan, Yair Golan, en tout cas son nom de famille c'est Golan, qui en 2017, quelque chose comme ça, 2017, il avait dit la situation en Israël me rappelle celle du début de l'Allemagne du début des années 30. Est-ce que vous réalisez le parallèle qu'il faisait? Bon. Parce que, eh ben, bien sûr, il a tout de suite été viré de son poste de numéro 2. Mais aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a de plus en plus, les gens à droite ont la liberté de parole. Ils sont de plus en plus arrogants. Ils savent qu'ils ont de plus en plus de soutien. Tous ces gens qui vivent dans les colonies, il y a pratiquement 1 million de personnes. Donc, ces gens-là, vous savez, entre eux et les gens de Tel Aviv, il y a tout un monde. Et donc, c'est une évolution sociologique inarrêtable. Et de plus en plus, là, aujourd'hui, ce qu'on voit,
c'est rien par rapport à ce qui va arriver dans 5 ans ou dans 10 ans. Parce que les démocrates israéliens, il y en avait beaucoup. C'était un pays vraiment, en dehors de l'occupation, c'était un pays ouvert, démocratique, dans la presse, etc. Mais malheureusement, l'évolution fait que c'est un pays qui glisse vers la théocratie, vers le messianisme. Vous savez, par exemple, en 2018, le Parlement a adopté la loi sur la nation du peuple juif. Une loi raciste, voilà, qui dit qu'Israël n'appartient pas à tous ses habitants, qu'ils soient juifs ou autres. Non, c'est un État juif. Les autres, on les tolère, voilà. Mais justement, M. Cohen, mais par exemple, à contrario, vous avez l'écrivain israélien qui habite à Tel Aviv, justement, vous avez parlé de Tel Aviv, Shlomo Sand, qui vient de sortir un livre, je crois, c'est deux peuples pour un État, où lui, justement, il se réclame de cette gauche israélienne. Et lui, par exemple, il propose un État binational ou un État fédéral, un peu comme le modèle de la Suisse. Et en ce moment, il est invité partout sur les médias français, Shlomo Sand. Oui, Et oui. est-ce que ça, par exemple, c'est vrai ou ça aussi, c'est encore un coup, on va dire. Est-ce que ça existe vraiment, en fait, cette voix? Et est-ce qu'elle a du poids, surtout, dans la Oui, société mais israélienne? ok, Shlomo Sand, il est intouchable en Israël. D'ailleurs, il est à la retraite. Ok. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, il l'a dit, hein, aujourd'hui, si un jeune universitaire qui prépare son doctorat adoptait les conceptions, faisait l'analyse de Shlomo Sand, il n'entrera jamais à l'université. Voilà la différence. Shlomo Sand, d'abord, il faut dire une chose. C'est une exception de l'exception en Israël. Voilà. Ça veut dire c'est vraiment, aujourd'hui, des gens comme lui, c'est quasiment, enfin, voilà, c'est une infime minorité. Il ne faut pas croire que Shlomo Sand représente un courant important en Israël. Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment la minorité de la minorité. Et donc, et s'il peut dire des choses, c'est que il est, comment dire, il est à la retraite. Alors que aujourd'hui, un jeune professeur, il ne fera jamais une carrière avec ces idées-là. Voilà, c'est ça la différence. Donc, Shlomo Sand, ce sont encore des rares voix qui s'expriment en Israël, mais elles vont être de plus en plus rares. Et malheureusement, c'est comme ça, c'est l'évolution. Voilà. Et ce qu'il dit, je veux dire, il est partagé par peut-être 5% d'Israéliens juifs, pas plus. Voilà. Ça veut dire que 95% pensent différemment. Voilà. Alors, Monsieur Cohen, il y a énormément de monde qui est monté nous rejoindre pour interagir avec vous. On va essayer d'être assez concis pour celles et ceux qui vont prendre la parole, s'il vous plaît. Comme ça, Monsieur Cohen répondra, si possible, à tout le monde. On va commencer par Baptiste. Bonsoir, Baptiste. Bonsoir, Monsieur Cohen. Bonsoir. Attendez. Je voulais vous poser deux questions, s'il vous plaît. Par rapport au lobby en France, je voulais avoir votre avis sur Michel Sibony, Oui. la juive antisioniste qui me paraît plus sioniste que antisioniste parce qu'elle était pour la déstabilisation de la Syrie et toutes les interventions occidentales dans le monde arabe. Alors, est-ce que pour vous, vous pensez qu'elle est sincère ou que elle est manipulatrice? Et la deuxième question que je voulais vous poser, c'est comment se fait-il que vous pouvez défendre Mélenchon alors que Mélenchon n'est même pas pour la souveraineté de la France parce qu'il ne veut pas sortir de l'Union européenne. Et donc, comment peut-il défendre la Palestine alors qu'il ne veut même pas la souveraineté pour son pays, quoi? Voilà. Bon, alors, Merci, Mélenchon, il défend, à mon avis, il y a, bon,
il y a une partie de conviction et de courage, parce qu'il faut être courageux en France aujourd'hui pour défendre les Palestiniens, et il y a aussi probablement un calcul électoral. Voilà. C'est-à-dire, il a un, comment dire, tout un électorat qui le soutient et qui est important, mais je ne crois pas que ce soit uniquement électoral. Je pense que c'est quelqu'un qui a des convictions. Après, maintenant, malheureusement, vous savez, il y a beaucoup de gens qui auraient pu être souverainistes, mais ils savent que le peuple français, comme les peuples européens, ont été tellement imbibés de propagande européiste, qu'ils n'osent pas se dire souverainistes dans les campagnes électorales vis-à-vis de leurs électeurs, parce qu'ils ont peur de ne pas être compris par leurs électeurs. Et un homme politique, on a beau dire, mais il fait des campagnes électorales pour gagner, pas pour se dire « Ah, j'ai dit ce que j'ai pensé, tant pis si je gagne pas ». Non, un homme politique, il faut qu'il ait une part de conviction et une part de calcul. Vous savez, un homme politique n'est pas un naïf, on ne joue pas là. Voilà, donc, et on le sait aujourd'hui que aucun parti, un grand parti qui peut prétendre à être représenté valablement, que ce soit en France ou au sein de l'Europe, on sait très bien que le peuple français n'est pas prêt à entendre un discours anti-européen. Voilà. Il ne répond pas, enfin, il n'est pas prêt. Voilà. Et donc, il ne va pas faire harakiri. Okay. Il ne va pas se suicider. Bon, maintenant, concernant Michel Sibony, moi, personnellement, enfin, j'ai eu l'occasion de la rencontrer il y a très longtemps quand je faisais partie de l'UJFP. À mon avis, c'est une femme sincère qui a des convictions sur la Palestine. Après, ce qu'elle pense de la Syrie, moi, je ne sais pas. Et je veux dire, ça n'a rien, enfin, ça n'a rien, oui, ça n'a rien à voir parce que on peut défendre la Palestine et avoir d'autres convictions sur la Syrie ou sur d'autres problèmes ou sur le climat, ou, enfin, voilà. Mais sur la Palestine, je pense qu'elle est sincère. Allez-y, Wally. Alors, Monsieur Cohen, juste avant de donner la parole à Jaja, qui est avec nous sur YouTube, sur TikTok, il y a quelqu'un qui nous parle de Georges Abdallah. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots là-dessus? Sur le prisonnier Georges Abdallah. Ah oui, d'accord. Georges Ibrahim Abdallah, d'accord. Ouais, oui. c'est ça, voilà. Alors, en deux mots, voilà. Il a été arrêté. En fait, voilà. Bon, là, ça me tombe comme ça sur le coup. Je perds un peu. Mais en fait, c'est un prisonnier qui aurait dû être libéré depuis longtemps. Parce qu'il a fait son temps. Enfin, et en gros, ce sont les services de renseignement français et israéliens qui empêchent sa libération. Voilà. Et toutes les tentatives ont échoué. Il y a des pressions énormes des services spéciaux israéliens et français pour qu'ils ne soient pas libérés, contre toute application du droit. Parce que il a fait sa peine, il était libérable depuis au moins 15 ans. Voilà. Il était libérable. Et même, il y a eu une cour, je crois, à un moment donné, il faudrait que je revoie, je suis un peu pris à l'improviste, je crois même qu'il y a eu une cour, je ne sais plus laquelle, qui a déclaré qu'il peut très bien qui est libérable, et on a ignoré cet arrêt de la cour. Donc, c'est vraiment un maintien en prison, en détention, c'est une vengeance des services spéciaux. Voilà. Ok, très bien, merci M. Cohen. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans les prochaines fois. Oui, d'accord. Voilà, merci. Donc, je donne la parole à Jaja. Bonsoir. Jaja, votre micro. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'avais deux questions. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, je voulais poser une question. Qu'est-ce que vous pensez de l'envoi humanitaire de la France à Gaza en avion aérien?
Parce qu'ils ont... Et qu'est-ce que vous pensez aussi de la non-participation du bombardement au Yémen de la France qui n'a pas aidé, qui n'a pas bombardé le Yémen avec l'Angleterre et l'Amérique. Oui, oui. Voilà. Alors, l'envoi de l'aide parachutée par la France en association avec les Émirats arabes unis, je crois, ou une petite monarchie comme ça, c'est vraiment de la poudre aux yeux. C'est de la propagande. Voilà. Pourquoi? Parce que je me souviens avoir posté cette information avec le commentaire suivant. Ils ont lancé 7 tonnes de matériel. 7 tonnes de matériel. Ça veut dire 7 millions de kilos. Pour une population de 2 millions et quelques, ça veut dire que ça revenait à peu près à quelques grammes par personne. Voilà. Donc, c'est de la poudre aux yeux, c'est se foutre du monde. Bon. Alors, la deuxième question, d'après les informations que j'ai pu recueillir, c'est que ce sont les militaires. C'est pas Macron qui s'est opposé, qui n'a pas voulu participer au bombardement. Ce sont les militaires français. Vous savez, à un moment donné, je ne sais plus à quelle circonstance, on avait donné aux militaires français le droit de refuser un ordre s'il allait à l'encontre de leurs intérêts ou des intérêts supérieurs, ou aller contre le droit. Et donc, ce sont les militaires français qui ont dit à Macron, nous n'appliquerons pas cet ordre. Parce que Macron avait dit qu'il participerait, au début, il avait dit qu'il participerait au bombardement, à l'action. Et les militaires ont réagi, enfin, évidemment, discrètement, ils n'ont pas crié sur les toits. Et à ce moment-là, il a fait dire à son ministre de la Défense que la France ne participerait pas. Mais en fait, ce sont les militaires qui, en vertu d'un droit qui leur a été reconnu, ont dit à Macron qu'ils ne participeraient pas à ce bombardement, à leur avis, illégal. Voilà. On y va, Wally? Oui, oui. Donc, il y avait Jean Novak qui est avec nous. Oui, Bonsoir. alors, oui, bonsoir, vous m'entendez bien? Très bien. Ouais, c'est parfait. Voilà, alors j'ai une question qui est simple, enfin qui est simple dans son apparence, mais qui est assez technique en soi. C'est y aurait-il une doctrine religieuse qui permettrait aux plus religieux d'envoyer les moins religieux au front? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, non, il y a Voilà, pas du tout, non, il y a pas du tout de règles comme ça. Non, en fait, les religieux en Israël, enfin, il y a plusieurs sortes de religieux en Israël. Il y a justement. les orthodoxes qui refusent de s'insérer dans la vie civile, qui ne travaillent pas et dont le rêve est d'étudier la Torah toute la journée et de recevoir une subvention pour en vivre. Bon. Et puis, il y a des nationalistes religieux, ça veut dire que il y a d'ailleurs une grande partie des officiers. D'ailleurs, si vous regardez les vidéos sur les Israéliens, vous verrez que beaucoup portent des kippas sur la tête. Ça veut dire que la religion n'empêche pas d'aller à l'armée. Au contraire, il y a beaucoup de nationalistes. Ce sont les plus extrémistes d'ailleurs. Ce sont ces religieux fanatiques parce que eux, ils ne veulent pas de compromis du tout avec les Palestiniens. Enfin, les autres non plus, mais enfin, ceux-là avec la kippa, avec les religieux, ce sont les plus extrémistes, les plus fanatiques, ils refusent tout compromis. Mais de plus en plus, ils font leur service militaire, ils sont à l'armée. Et donc, il y a même des régiments religieux, ultra-religieux, qui vont à l'armée, mais parce qu'il leur faut des conditions spéciales, par exemple, pour respecter les règles de la religion, par exemple pour le Shabbat, l'équivalent du halal, etc. Donc en fait, c'est pas, il y a maintenant de plus en plus une symbiose, je dirais, entre pratiquement tous les courants religieux et le service militaire. Voilà.
Est-ce qu'il y avait une autre question? Non, je ne crois pas. Hein. Non, j'avais que cette question-là. Ah Mais oui, en même d'accord, voilà. temps, en même temps, la question sous-jacente, c'était de savoir, enfin, d'après ce qui se dit, c'est que les religieux sont par défaut exemptés du service militaire. Est-ce que c'est Oui. toujours le cas ou pas? Non, Alors, c'est vraiment une partie, c'est une d'accord? partie, d'accord. Ouais, C'est-à-dire, il y a la partie dont j'ai parlé, ça veut dire des gens qui vont dans des écoles religieuses et d'accord. ils ne font que ça. Voilà. Par contre, il y a toute une catégorie de religieux qui sont religieux, mais en même temps qui font des études, qui travaillent et qui sont nationalistes et qui participent. D'ailleurs, on estime que dans les rangs de l'armée israélienne de Tsahal, à peu près 40% des officiers intermédiaires sont constitués de religieux. Donc, en fait, il y a une minorité qui échappe parmi dans le comment dire dans le monde religieux. Il y a Mhm. une minorité qui échappe au service militaire, mais c'est vraiment, enfin, c'est une petite minorité, voilà. Les autres participent à la guerre, etc. Voilà. Il y avait une autre intervention de M. Xi On. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'aurais une question pour Monsieur Cohen. Oui, oui, oui. Je voulais Allez-y. savoir, est-ce que vous pensez qu'Israël peut, d'une pierre deux coups, attaquer l'Iran avec des armes nucléaires tactiques si les États-Unis venaient à être attaqués, comment dire, à recevoir une sorte d'attaque informatique qui plongerait les États-Unis dans une guerre civile et que les États-Unis diraient que c'est l'Iran qui est derrière cette attaque informatique et de ce fait, Israël pourrait, par un jeu d'alliance, attaquer l'Iran avec des armes nucléaires tactiques. Bon, ça c'est de la science-fiction, donc moi je peux pas, enfin je veux dire vraiment, je peux pas raisonner là-dessus parce qu'on ne sait pas. Mais par contre, je crois qu'une attaque sur l'Iran serait dévastatrice pour toute la région parce que je pense qu'on ignore beaucoup de quoi l'Iran est capable. Elle est très bien armée, l'Iran est très bien armé en missiles, etc. On ne sait pas quelle sera à ce moment-là la réaction de la Syrie, du Hezbollah. Ça serait vraiment une conflagration et je n'ai pas l'impression, vous savez, les Israéliens, ça fait 20 ans qu'ils rêvent de bombarder l'Iran et ils ne le font pas parce qu'ils savent que le prix à payer sera terrible. Voilà. Et donc, à mon avis, ça n'arrivera pas. Mais bon, mais ça, c'est une intuition. Mais, Hein. mais pourtant, Oui. vous qui parlez de science-fiction, je vous invite à voir le dernier film des Obama, qui est un peu un clin d'œil à ce que je viens de dire. Et surtout, la une de The Economist de décembre 2022, qui est assez parlante, pour le coup. Oui, mais là, on rentre dans des scénarios vraiment de science-fiction. Voilà, c'est-à-dire que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je veux dire, est-ce que on en parlera quand ça arrivera? Parce qu'on ne va pas construire aujourd'hui tout un schéma. Moi, je suis incapable de construire, je suis désolé. C'est-à-dire, on va faire des spéculations. Bon, ben, voilà. Alors, l'effondrement, une attaque sur comment dire, sur les réseaux sociaux américains pour créer une guerre civile. Bon, enfin, je ne sais pas. On peut en discuter autour d'une bière, par exemple. Oui, c'est comment dire, c'est séduisant comme scénario. Mais moi, je peux pas dire quelque chose, je peux pas construire quelque chose là-dessus. Enfin, je sais pas. Voilà. Bon, je vous ai partagé quand même la une de 2022 Oui, d'accord, oui. de The Economist. Donc on voit. C'est Non, celle-ci? c'est pas celle-ci, c'est avec un sapin. Non, du tout. Alors, c'est pas celle-ci. Ok.
Mettez juste The Economist, sapin, et vous allez tomber dessus. Et pourtant, la une de The Economist 2019, un an avant le Covid, on voyait sur la une quelques informations comme le pangolin, les allèles génétiques. Non, mais Juste en bas à droite, Artemisia gentilici, un an avant le Covid. Donc, bon, je ne sais pas quoi dire. Franchement, je ne sais pas. Je suis un petit peu. Je la retrouve pas, la une. Bon, c'est pas grave. Vous avez une autre question à poser à M. Cohen et je voudrais redonner la parole à quelqu'un d'autre avant de conclure. Si? Non? C'est bon pour vous? non, du tout. C'est bon. Très bien, merci. Bonne soirée à vous. Alors, Monsieur Cohen, il y avait une autre question, je vais la poser, donc c'est concernant donc Bon, éventuellement, Wally, on prend deux questions. Hein. oui, il y a celle-ci et il y aura un intervenant derrière qui Voilà. voudrait vous répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure. Et donc moi, il y avait la question concernant donc un État fédéral avec une égalité pour tous les citoyens. Est-ce une solution possible pour la Palestine? Non, mais c'est une solution merveilleuse, mais c'est illusoire. Enfin, je veux dire, voilà, c'est complètement. Enfin, vous savez, les belles solutions, il y en a. Et, par exemple, même le plan de partage à la limite, il aurait pu marcher après tout, pourquoi pas. Mais ce n'est pas les solutions qui manquent, ce n'est pas les bonnes idées qui manquent. D'ailleurs, les accords d'Oslo, ça aurait pu marcher après tout. Mais quand on a le loup et l'agneau, le loup d'un côté et un agneau de l'autre, ils ne peuvent pas cohabiter, ce n'est pas possible. Vous avez un régime qui a envie d'avaler l'autre, qui a envie de s'étendre, qui est pétri de haine vis-à-vis de l'autre. Et donc, voilà, la solution en soi, bien sûr, elle est valable. Mais vous savez, dans le monde, ce n'est pas les bonnes solutions qui manquent. Moi, je peux vous donner des bonnes solutions sur l'agriculture, pour régler les problèmes des services publics, etc. Les bonnes solutions, mais tout le monde en a. Mais seulement, est-ce qu'il y a la volonté de les appliquer? C'est ça le drame. D'accord. Alors, Monsieur Cohen, je vais redonner la parole à Baptiste qui voudrait vous répondre par rapport Oui. à ces deux questions de tout à l'heure. Oui. Bon, bonjour. Oui, c'était par rapport à ce que vous me disiez sur la Syrie. Mais vous savez, c'est pas à vous que je vais apprendre que la Palestine n'est que la zone méridionale de la Syrie. Donc, quand une personne dit qu'il faut déstabiliser la Syrie par wahhabite interposé, ça veut dire qu'elle veut attaquer la Palestine. En fait, c'est Oui, ça. non, mais attendez, Baptiste. Là, vous revenez à la préhistoire. Vous savez, on appelait ça le croissant fertile, etc. Bien sûr, c'est de la vieille histoire, ça. Je veux dire, vous savez, la Syrie, le Liban, la Palestine, bon, tout ça a été divisé par les colonialistes. Donc, on ne va pas revenir avant à l'Empire turc. Et donc, non, et c'est pas l'Empire turc, c'est que les premiers mouvements de libération de la Palestine se réclamaient de la Grande Syrie. C'est tout ce que je dis en fait. C'est pas la préhistoire. Quel mouvement de Palestine? Citez-moi quand et comment. Par exemple, en 1920, les premiers mouvements nationalistes palestiniens se réclamaient de la Grande Syrie. C'est ce que je dis. Vous remontez à avant, je veux dire, quand avant que l'Angleterre et la France redécoupent le Moyen-Orient. Et donc, c'était une fois qu'ils ont redécoupé le Moyen-Orient, on a créé des entités étatiques qui n'avaient plus rien à voir avec voilà, l'ancien monde. Voilà, par exemple, la Syrie réclame toujours le Golan. Donc, c'est pour oui, ça non, mais ça, je suis tout à fait d'accord, c'est évident. Mais la Syrie ne réclame plus la Palestine. Voilà. Et ne réclame plus le Liban. Donc, bon, on prend une dernière, Wally, s'il y en a. Monsieur Cohen, Wally.
Une dernière, oui, une dernière, elle est un peu. C'est quelqu'un qui la pose donc sur TikTok. D'ailleurs, je remercie tout le monde sur TikTok. Vous savez très bien qu'il faut tapoter et partager pour que l'algorithme puisse permettre l'accès au live. Donc, merci à vous. Donc, la question, c'était pourquoi les sionistes ont cette haine cruelle des Palestiniens, s'il vous plaît? Parce que quand ils sont arrivés, ils se sont rendus compte que c'était eux qu'il fallait faire disparaître d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire c'était eux comment dire, ils sont arrivés, ils pensaient que, vous savez, ils arrivaient de Russie et de Pologne. Donc, ils ne savaient pas grand-chose de cette terre. On leur a dit que cette terre, ils pouvaient construire un État juif communiste, moderne, etc., sur des bases marxistes. Et puis, ils tombent sur une population palestinienne, ils tombent des nues. Et donc, ils se disent, ces gens-là, il faut absolument les faire disparaître. Parce qu'ils ne vont jamais accepter, parce que les Palestiniens les ont très bien accueillis, enfin, je veux dire, ils ont accepté qu'ils viennent, mais quand ils ont vu qu'ils se sont rendus compte que les sionistes voulaient créer un État en dehors, sans les Palestiniens, à ce moment-là, il commençait à y avoir des tensions. Et donc, les sionistes qui voulaient, au départ, ils ne voulaient pas se mêler, ils étaient, comment dire, ils avaient ce fantasme. Vous savez que les sionistes, dans les années 20, quand ils sont arrivés en Palestine, c'était des communistes, des marxistes. Et donc, ils voulaient reconstruire un peuple juif à base avec une classe ouvrière, une classe paysanne, etc. C'est ça le fantasme, l'homme nouveau juif. Et donc, ils ne pouvaient pas le faire, enfin, ils ne voulaient pas le faire avec des Arabes. Donc, ils se sont développés parallèlement à la société palestinienne. C'est-à-dire, tous leurs efforts, c'est par exemple, ils ont créé des villes juives. Ils n'avaient ils évitaient le contact avec les Palestiniens. Donc, ils voyaient déjà dans les Palestiniens un ennemi à abattre ou à exclure parce qu'ils étaient l'obstacle à leur rêve, à leur idéal. Voilà. Et donc, lorsqu'ils ont développé cette haine, parce que pour combattre un ennemi, pour le vaincre, pour susciter l'adhésion des sionistes, vous savez, il m'arrive de dire que les premières victimes de la propagande sioniste sont les Israéliens d'abord, eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a fait croire aux Israéliens juifs que leur ennemi irréductible sont les Palestiniens. Donc toute paix est impossible. Donc ils avaient besoin de créer cet ennemi et de le développer pour renforcer leur idéologie. Voilà. Bon, sur ce. Alors, Monsieur Cohen, juste pour terminer, il y a Golpiz qui voudrait une dernière intervention et après on clôture. Voilà. Golpiz, à vous. Oui, une dernière chose, Monsieur Cohen, peut-être une lueur d'espoir. Comme vous savez, si on regarde du nord au sud, en Palestine, et qu'on calcule, il y a 7,5 millions de juifs et 7,5 millions d'arabes. Donc, on va dire de façon logique, c'est impossible qu'ils arrivent à les exterminer ou à les faire fuir de cette terre. Donc peut-être que la solution, elle va être, on va dire, il y aura quelque chose de positif qui va sortir de tout ça par rapport à la démographie, en fait, sur un plan démographique. Écoutez, je souhaite. C'est dommage que je ne suis pas croyant, sinon j'aurais pu vous dire que Dieu vous entende. Voilà. Merci. Bon très bien, merci M. Cohen. Bonne soirée à tous. Merci Golpiz. Voilà, donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Oui, juste un petit mot vite fait pour vous dire qu'il y avait un peu plus de 300 personnes ce soir, plus TikTok, 350 personnes. Il y a des gens qui vous regardent, qui sont au Sénégal, en Algérie, au Maroc, en Nouvelle-Calédonie. Donc, vous êtes suivis un peu partout. Donc, je salue tout le monde et je vous remercie. Bonsoir à tout le monde. Voilà, M. Cohen. À la semaine prochaine. Allez.
Voilà les amis, donc merci à vous d'avoir suivi encore cette chronique avec Monsieur Cohen, 1h20 d'émission. Je vous rappelle bien sûr qu'il y a un lien en description pour aider la chaîne. Alors j'ai mis pour aider la chaîne, mais effectivement c'est pas pour m'aider moi ou la chaîne, mais c'est surtout pour aider, apporter un soutien financier à Nabila Kilani en Palestine. Donc pour celles et ceux qui veulent faire un geste, n'hésitez pas, vous avez le lien, on participe et ça ira directement à elle pour l'aider sur le terrain où elle se trouve aujourd'hui dans le sud de la bande de Gaza. Voilà, excellente soirée à vous et je vous donne rendez-vous prochainement. Salam alaikum à tous. Eh ben chérie, écoute ça. Franchement, je pense que là, il y a un potentiel à tube. C'est vrai qu'elle est bien l'instru. Faudrait juste que t'écrives un truc un peu plus consensuel. Et que pour une fois, tu fasses pas trop long. Bonne idée ma chérie, je vais essayer. Si le César de Polanski te choque, t'es antisémite. Et si tu sais ce que fait BlackRock, t'es antisémite. Tu critiques le pouvoir des banques, t'es antisémite. Tu penses que les médias nous mentent, t'es antisémite. Si t'es pas fan de BHL, antisémite. Tu boycottes Israël, antisémite. Si toi aussi tu comprends rien à ce que raconte Meyer Habib, si t'aimerais bien qu'on déploie des casques bleus en Palestine. Ici et antisémite. 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 Antisémite, carrément antisémite. Antisémite. Si t'es patriote en Europe, t'es antisémite. Si t'en as marre de leur guerre froide, t'es antisémite. Tu veux la justice pour Gaza, t'es antisémite. T'as des questions sur la Shoah, t'es antisémite. Tu sais qui gérait l'esclavage, t'es antisémite. Si quand tu vois Patrick Cohen, tu te dis les chambres à gaz quand même dommage. Il n'est pas seulement antisémite, il est négationniste. Quenelle dans le fion du système, t'es antisémite. Et si t'espères qu'un jour on libérera Jérusalem, antisémite. T'es gilets jaunes, t'es antisémite. L'impunité de Jack Lang, le pédo t'étonne, t'es antisémite. 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 Jamais antisémite. Antisémite. Tu lis Gershom Scholem, t'es antisémite. T'aimes pas Woody Allen, t'es antisémite. Tu doubles Elie Wiesel, t'es antisémite. Tu parles de l'affaire Bruel, t'es antisémite. Si tu connais l'identité du dénommé Jean-Luc Brunel, Dieudo te fait marrer, t'es antisémite. Tu kiffes pas le marais, t'es antisémite. Tu vas à la mosquée, t'es antisémite. T'es catholique, t'es forcément antisémite. Tu lis Céline, t'es un antisémite. Si tu supportes plus Elisabeth Lévy et sa voix d'alcoolique, antisémite. Je vous ai juste demandé, quand on dit il n'y a pas trop assez de, mettons, noirs, arabes, asiatiques à la télévision, il faut me dire il y a trop de quoi. Eh moi je te le dirais bien de quoi il y a trop, mais c'est illégal alors je vais m'abstenir. Antisémite. Une allusion à Israël en mentionnant le 11 septembre. Si t'as le culot de penser que la France devrait pas être avant, dis qu'un juif est juif, t'es antisémite. T'es surpris de voir le président prosterné au dîner du Christ. Tu traînes un sioniste, le sioniste, t'es antisémite. Si toi aussi tu trouves le Talmud légèrement raciste, ouvertement antisémite, violemment antisémite. 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 si tu parles de Rita Katz, t'es antisémite. Et si tu aimes les ananas, t'es antisémite. Si tu prononces Jeffrey Epstein, t'es antisémite. Tu te souviens de Lloyd Blankfein, t'es antisémite. Si tu dis que les Palestiniens sont aussi des humains, si tu penses que l'abbé Pierre était vraiment quelqu'un de bien, Antisémite. 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 T'as de l'admiration pour le courage de Garaudy. 40 ans d'Atali, tu penses que ça suffit. Tu demandes si le phosphore blanc c'est pas une arme chimique. T'aimerais parler du zyklon mais de façon scientifique. Si toi aussi la nausée te saisit en une milliseconde à la mention de l'armée qu'ils disent la plus morale du monde, tu parles des Rothschild, t'es antisémite. T'as pas trop le choix, c'est pas toi qui décides. Car si tu dis la vérité, ils crient déjà au génocide. Pourrais sans doute te défendre si un juif t'attaquait. Et devenir leur esclave fait pas partie de tes projets. Ben t'es un antisémite. Bienvenue au club. Et t'as vu ma chérie? Mission accomplie. C'est pas trop long.